chance de démarrer ce webinaire par le docteur Simon Bessis, qui a été très investi dans les maladies infectieuses émergentes au cours des dernières années en France, avec le Covid et avec d'autres, et qui vient de terminer sa thèse d'université avec le Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales, et qui va nous parler donc des maladies infectieuses émergentes qu'il avait déjà présentées au JNI l'été dernier, mais mises à jour probablement. Tout à fait. Bah, merci beaucoup Pierre, merci à tous de l'invitation. Je vais vous présenter donc mon écran. Est-ce que vous voyez bien l'écran? On ne le voit pas encore en fait. Pas encore, ok. Et alors si je fais ça. Et là c'est bon? Il faut... Ouais, c'est bon. Nickel. Alors, donc, je vais vous présenter effectivement les infections émergentes. Alors, les principales actualités de 2025, vous verrez, elles sont très marquées par les virus émergents. On verra d'autres pathogènes et j'essaie de l'orienter le plus possible vers l'actualité du continent africain. Mais il y aura quelques actualités en dehors du continent africain qui ont touché l'Europe ou l'Amérique du Sud, par exemple. On va commencer par les arbovirus, hein, c'est on va dire le principal contingent d'émergence. Avec, bon, ça, je pense que vous connaissez tous, et sûrement même encore mieux que moi, c'est la fièvre de la vallée du Rift, cette épidémie qui vient de se terminer, avec près de 300 cas, et qui a touché donc le Sénégal, donc, particulièrement à la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal, le long du fleuve Sénégal. C'est une épidémie qui a commencé en septembre 2025, et là, on met en évidence ce travail qui est un des tout premiers travaux publiés dans une bonne revue. Il y en a d'autres qui sont encore en cours, qui sont en cours, j'imagine, reprenaient en fait à partir d'échantillons de patients qui ont séquencé en fait ces échantillons et qui ont mis en évidence déjà par l'analyse génomique euh, que sur les 9 génomes récupérés, on avait que 5 complets, mais ça c'est la difficulté en fait liée à la génomique et notamment au fait de pouvoir séquencer correctement les bouignavirus. Donc ce qui était mis en évidence, c'est tout est lié à une seule lignée, la lignée H, qui est une lignée qui est de l'Ouest africaine, connue, classique, avec une forte identité avec des isolats sénégalais de 2020 et 2022. Et donc, ces données sont déjà intéressantes parce qu'elles montrent qu'il y a une persistance locale, en fait, avec une résurgence qui explique l'épidémie. Et cette épidémie, elle est en partie probablement liée, en fait, à une mutation au sein du segment L, qui code pour la polymérase, qui met un fitness plus important du virus, qui pourrait expliquer sa virulence. Donc, il y a une augmentation de sa réplication. Il y a plusieurs travaux, je pense, qui vont sortir, qui vont permettre de préciser tout ça, mais ce premier travail est intéressant de mettre en évidence que l'épidémiologie, la génomique de terrain permettait déjà de comprendre un peu une mécanique des épidémies, notamment celle qui a touché le Sénégal et le Mauritanie. Ensuite, on a le chikungunya. Alors là, on part dans les outre-mer français et dans l'océan Indien et également sur le territoire métropolitain français, c'est-à-dire ce premier travail de resurveillance refaisait le point, en fait, notamment un suivi génomique, une analyse génomique de l'épidémie qui a touché la Réunion, en fait, de 2024 à 2025, une épidémie qui est très importante, hein. Alors, ce département avait déjà été fortement impacté par une épidémie dans le passé. Et donc là, en mai 2025, au moment où ce papier sort, il y a environ 51 000 cas confirmés et un peu moins de 200 000 cas suspects. Et l'analyse génomique a mis en évidence plusieurs choses. Donc déjà, c'est lié à une seule souche monophylétique, le génotype ECSA-2. Et le séquençage a mis en évidence qu'il y a plusieurs mutations qui augmentaient en fait son infectiosité, sa capacité de transmission via Aedes albopictus et sa capacité de dissémination via le sommet moustique. Donc on a en fait un virus mutant qui a une souche qui a montré une hyper-adaptation au Aedes albopictus et ce qui a permis justement cette flambée épidémique. Par la suite, ce virus s'est propagé aux autres outre-mer français de la région, principalement Mayotte, mais ensuite à la France hexagonale, on le verra par la suite. Et donc, justement, dans ce travail autre travail de resurveillance, là revenait sur l'épidémie qui a fortement impacté la France l'été 2025 et qui est liée en fait à cette importation de cas de la Réunion, avec donc qui a secondairement créé 10 cas de foyers autochtones, de transmission autochtone, représentant 27 cas, dans des territoires connus hein, de la moitié sud du pays. Mais la nouveauté, c'était déjà la précocité de l'épidémie, dès le mois de mai 2025,
et l'apparition de nouveaux foyers, notamment dans le Grand Est, qui était normalement plutôt non touché. Et donc, on a une très forte activité et donc une expansion, et on voit clairement que cette importation via la Réunion favorise d'autant plus, avec les conditions du réchauffement climatique et la diffusion d'Aedes albopictus, cette adaptation et cette installation du chikungunya sur le territoire français. La dingue, cette fois, et là, c'est un travail du New England qui est particulièrement intéressant à mettre en évidence parce que on n'a pas beaucoup de travaux thérapeutiques sur la dengue, disons, de qualité. Et là, ce travail, alors c'est un antiviral, le Mosnodenvir en Prisperos, développé par la firme Johnson Johnson, qui est un antiviral d'activité directe sur le NS3 et NS4B. Cet essai, en fait, de phase 2, randomisé, comparait la prise de Mosnodenvir versus placebo à différentes posologies, faibles, moyennes et fortes, avec par la suite un challenge avec une sous-atténuée de dengue 3. Les auteurs essaient d'évaluer l'évolution de la charge virale avec un suivi à J85. Le premier résultat qui sont intéressants, c'est qu'on voit qu'il y a une différence significative, comme on peut le voir ici, de la charge virale chez des gens qui sont à traiter avec des fortes posologies. Par la suite, les auteurs ont évalué qu'il y avait un effet dose clairement avec le mosondindir, c'est-à-dire que on protégeait correctement les patients de l'infection uniquement avec des doses élevées, parce qu'on avait 60% de non-infectés avec une dose élevée et seulement 17% sur des doses moyennes. Donc on a une protection qui est dose dépendante, donc avec ici des fortes posologies, et heureusement, on a une bonne tolérance du traitement avec aucun effet indésirable grave. Néanmoins, on a un signal qui n'est pas lié à la tolérance, mais qui est lié à la sécurité, c'est-à-dire qu'on a un signal quand même déjà de l'apparition de premières mutations. Donc on a probablement une barrière virale, une barrière de résistance qui est relativement faible à ce traitement. Donc on a un traitement qui est intéressant, qui est encourageant en termes de résultats, qui nécessite d'être validé en conditions réelles, dans une épidémie par exemple. Néanmoins, malgré ces résultats encourageants, le développement a été interrompu car Johnson Johnson a changé de stratégie de développement, notamment a réduit son portefeuille R&D. Donc pour l'instant, ce traitement risque de rester dans les limbes encore un peu de temps. West Nile, cette fois, là aussi, c'est la surprise un peu en France, ce virus qui était connu pour circuler le pourtour méditerranéen et un peu dans le sud-ouest, a fait 2 cas autochtones dans l'île de France qui n'étaient absolument pas attendus. Alors par contre, la présentation est relativement classique. Les 2 cas étaient des méningoencéphalites, même une orange-encéphalite, ce qui est un peu plus rare, mais qui reste dans ce qui est connu. Et c'est vraiment cette présentation de cas autochtones dans une région qui n'est pas, qui est pas considérée comme une zone de transmission active a fait repenser beaucoup les choses. Et donc, notamment, les professionnels doivent se poser la question maintenant, devant toute méningoencéphalite tarderait à faire sa preuve, de penser à rechercher cette étiologie-là chez des patients. Donc, c'était voilà, ça a été aussi quelque chose qui a marqué l'année 2025 de manière assez significative. La fièvre jaune, alors la fièvre jaune, là aussi, on a toujours les arbovirus. Euh, Activité toujours importante en Afrique et avec également une activité assez intense en Amérique du Sud, puisque je ne vous ai pas présenté ce papier, c'était un papier de Nature Communication qui montrait encore une fois une résurgence en sylvatique, mais surtout en périurbain, et une extension vers l'est, vers l'est de la fièvre jaune au Brésil. Et cette fois-là, c'est la Colombie, avec une réémergence très importante, avec près de 132 cas humains dans des régions qui jusqu'à l'heure pas documentées, plus documentées depuis un certain temps pour la fièvre jaune, avec également des primates, donc ce qui montre qu'il y a clairement documenté, donc ce qui montre qu'il y a clairement une circulation intense et importante en sylvatique qui a risque de refaire de nouvelles émergences après en périurbain en Colombie. Et ça, c'est lié globalement à une couverture vaccinale insuffisante, donc pour toujours enfoncer le clou s'il fallait de l'importance de la vaccination fièvre jaune, et là aussi à un défaut économique, politique et structurel de surveillance et d'une approche One Health en Colombie qui permet en fait ces résurgences-là.
Toscana virus, j'en parle parce que c'est intéressant dans le sens que c'est un virus qui est, qui touche pas tellement le continent africain, si ce n'est sa partie nord au Maghreb, mais qui touche, disons, qui impacte fortement le bassin méditerranéen et c'est pour longtemps une étiologie de méningite virale, méningoencéphalite, mais surtout de méningite virale estivale qui a été négligée en fait. Et là, ce papier de Eurosurveillance C'est une revenait livraison qu'elle me fait. à À qui? voilà, merci. Donc une activité intense, euh, notamment qui est en lien avec, avec la canicule de 2022-2023, qui a engendré une activité également intense de phlébotomes. On en revient, c'est comme pour Aedes albopictus, hein, le climat qui joue sur la diffusion et l'activité des arthropodes. Et donc, du coup, c'est une activité épidémiologique des virus qui y sont liés. Et là, ce qu'on mettait en évidence, c'est une augmentation très significative de l'incidence, puisqu'on avait 331 cas entre 2016 et 2021 versus 276 cas uniquement sur la période 2022-2023. Donc, soit une incidence de fois 2,6, avec également une extension de la période de contamination, puisque celle-ci maintenant se prolonge jusqu'à septembre, voire octobre, du fait des conditions climatiques, avec également de nouvelles zones touchées, cette fois en Italie, où les zones classiquement touchées ont été retrouvées, mais d'autres régions où on ne trouvait pas la maladie. Donc là aussi, c'est comme le West Nile, y penser un peu plus, même si l'évolution est souvent plus bénigne et avec une évolution qui est un retour à la normale spontanée. Orthoneurovirus, cette fois, et il s'agit en fait, alors il y aura deux virus un peu dans ce style-là, c'est la même équipe, deux mêmes équipes qui présentent en fait, qui font un travail de sentinelle dans des hôpitaux du nord-est de la Chine, donc de la Mandchourie particulièrement, et de la zone frontalière avec la Mongolie. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont en fait cette surveillance mutatranscriptomique de tout patient présentant une symptomatologie et au contact avec une tique a permis de mettre en évidence deux nouveaux virus. Donc là, c'est le premier que je présente. C'est le Xucheng virus qui a été retrouvé chez deux patients et qui présente en fait un tableau assez large, hein, de, infections polysymptomatiques, asymptomatiques, avec parfois des formes un peu plus sévères, qui ont hospitalisées, mais sans aucun décès, avec une contamination clairement montrée, avec un vecteur, enfin, contamination clairement montrée donc, d'Haemaphysalis conchina, et donc un possible rogue vectoriel de ces types pour ce virus-là. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a le liésovirus, qui est également un orthonérovirus de la famille du Néroviridae, qui est lui aussi transmis par une tique et qui a été également mis en évidence par cette même équipe. Alors, cette fois, ils ont pu mettre en évidence plusieurs cas, hein, plus que deux cas, mais 18 cas confirmés, toujours dans la même région, avec, on va dire, la même manifestation, c'est-à-dire une fièvre, une cytopénie, une cytolyse hépatique, une thrombopénie, et avec une hospitalisation dans 44% des cas, mais là aussi sans décès. Et cette fois, le vecteur a priori mis en évidence serait Ixodes persulcatus, qui serait probablement en lien avec cette transmission. Donc, on est vraiment sur une approche très intéressante vraiment, de cette métatranscriptomique sentinelle qui permet de mettre une approche, on va dire, un peu trivialement, un peu bourrine, mais qui permet de mettre en évidence donc, de nouveaux virus et qui permet d'affiner en fait, cette écologie des orthonéroviridés. Alors, on change totalement de domaine maintenant et on passe à la grippe aviaire. Vous le savez tous, la grippe aviaire a fortement impacté l'actualité l'année 2024 à 2025, avec cette panzootie qui est diffusée sur l'ensemble de la planète et qui a également touché, qui est passé à plusieurs mammifères marins, mammifères terrestres, et qui a touché notamment les mammifères bovins, donc avec cette épidémie chez les bovins aux États-Unis avec un impact notamment sur la production laitière, hein. Donc les bovins étaient symptomatiques ou asymptomatiques, sauf qu'ils présentaient également une modification en fait de la production de lait, de la qualité du lait, et du tropisme particulier du virus sur les glandes mammaires. Et donc, il s'est posé forcément la question de l'impact sur la consommation, puisqu'on retrouvait des forts titres viraux, 10 puissance 8 hein, par ml de virus, notamment de ce clade de 2.3.44b.
Et donc, des chercheurs aux États-Unis ont essayé d'évaluer par différents modes d'administration, en fait, l'impact que ça peut avoir sur un modèle simien. Donc, ils ont utilisé le macaque cynomolgus et ils ont infecté ces macaques par voie intranasale, intratrachéale et orogastrique avec ce clade 2.3.4.4b. Et ce qu'on peut voir, et ah oui, ils ont bien fait après des suivis de temps avec des collectes de prélèvements en oral, nasal et rectal, et également dans le sang. Et déjà sur le plan clinique, avec le score clinique montrait que clairement, seule l'instillation intratrachéale produisait une maladie. Là où l'instillation intranasale et orogastrique, et surtout orogastrique, ne produisait pas de signes cliniques. Et ce qu'on peut voir également ici, c'est que, après sur ce tableau, c'est qu'on avait une charge virale très faible, voire négative, chez les patients, enfin chez les singes, pardon, avec une instillation en orogastrique, donc avec une ingestion du virus. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'ingestion du virus ne provoque pas, provoque une infection possible ou asymptomatique si on boit du lait contaminé. Donc ça, ce qui est plutôt rassurant, mais là aussi, de toute façon, le lait pasteurisé permet d'éliminer complètement le virus. Donc ça, c'était un peu un message intéressant, surtout que ce travail et ce essai étaient particulièrement intéressants en termes de physiopathe. Toujours grippe aviaire, et pour montrer que l'épidémie est toujours active, hein, parce que alors, j'avais présenté l'année dernière un peu les cas américains, ou les 46 cas qui étaient essentiellement des conjonctivites, avec très peu de cas sévères, avec un cas sévère qui est décédé dans le sud des États-Unis, un patient qui avait des comorbidités, et un patient sévère au Canada qui s'en est remis, une patiente mais qui était obèse avec de l'asthme. Et là, cette fois, on a des nouveaux cas qui sont décrits, mais en Asie du Sud-Est, donc dans une région qui était déjà connue pour avoir des cas de H5N1 avec des décès. Et cette fois, en fait, on retrouve 16 cas humains. Les auteurs reviennent sur l'infection de 16 cas humains, principalement des enfants et des adolescents, avec systématiquement une exposition aviaire. Donc, même s'il y a des clusters sont retrouvés au sein de cette étude, il y a toujours l'exposition à de la volaille contaminée et morte. La létalité est de l'ordre de 38% dans cette cohorte, donc de février 2023 à août 2024. Et les analyses génomiques et phylogénétiques ont mis en évidence trois éléments importants. C'est que ces virus sont des virus réassortants, et avec en fait un mélange, en fait, une recombinaison. On sait que le virus de la grippe effectue beaucoup de recombinaisons, c'est-à-dire des mélanges de brins d'ARN, et c'est ce qui permet donc son échappement et son évolutivité importante. Et donc, on retrouve justement deux génotypes réassortants distincts qui montrent une dérive très importante et qui semble expliquer une activité de la polymérase qui est là aussi qui a accru, donc une charge virale importante augmentée, une charge virale augmentée, et donc une virulence qui a accru, une capacité de réplication qui est probablement augmentée chez les oiseaux, mais également chez les mammifères. Et là, toujours dans la grippe aviaire hautement pathogène, cette fois, on revient sur le cas d'un H5N1 avec une infection avec un clade moins classique, qui est le 2.3.1.2.1a, qui est d'une patiente australienne qui s'est contaminée en 2024 en Inde. Et il s'agit donc là, en gros, d'une petite fille qui s'est contaminée après un séjour en Inde à Kolkata, et qui a présenté les premiers symptômes en Inde, puis qui a été admis pour détresse respiratoire avec une ventilation mécanique en Australie, qui a été en fait diagnostiqué grippe A et avec mis sous oseltamivir pendant 5 jours, sans sous-typage initial. Puis finalement, devant l'évolution et la gravité, ils ont fini par faire le sous-typage et ont mis en évidence donc ce clade-là, le 2.3.2.1a, qui est lié également en fait au 2.3.44b, qui explique justement en fait comment dire la forme sévère qu'a pu présenter la patiente. Donc ce cas est très important parce que il met là aussi en évidence la nécessité absolument de rechercher le sous-typage quand vous avez un patient qui a une grippe A positive. Il faut demander le sous-typage, surtout s'il y a une notion de contact avec la volaille et s'il y a une notion de voyage dans des zones classiques d'endémie, notamment l'Asie du Sud-Est et là le continent nord-américain par exemple.
Donc, il faut vraiment avoir ce réflexe de demander le sous-typage maintenant pour ne pas méconnaître une infection par ce virus de la grippe aviaire hautement pathogène. Pour les poxvirus, alors il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai dû malheureusement faire des choix. Euh, et donc là, je vais vous parler de cet essai parce que je pense qu'il est hyper important d'en parler. C'est l'essai du New England qui évalue l'efficacité du tecovirimat dans le monkeypox de clade 1, et notamment dans le cadre de l'épidémie importante en République démocratique du Congo. C'est un essai contrôlé, randomisé en double aveugle, qui essaie d'évaluer tecovirimat versus placebo et standard of care. Donc, il y avait plusieurs critères d'évaluation. Le principal, c'était la résolution des lésions, et du nombre de lésions, de la sévérité des lésions, et du nombre de jours, c'est-à-dire entre l'apparition des lésions et l'apparition d'une croûte, qui est considérée comme la guérison. Et ensuite, il y avait également des critères secondaires qui étaient l'efficacité virologique. Donc, c'est assez important, hein, puisque sur les 2022 à 2024, 597 patients ont été randomisés, 295 pour tecovirimat, 302 pour le placebo. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il n'y a aucune différence sur l'évolution clinique. Donc, pas de différence sur la sévérité de la maladie, pas de différence sur le nombre des lésions, le temps de résolution, y compris sur les patients qui étaient traités de manière très précocement, c'est-à-dire inférieur à 7 jours, et pas supérieur à 7 jours, comme j'ai pu le marquer là il y a une coquille sur le. Donc, même en traitement précoce, on a une absence d'efficacité. Néanmoins, on voyait une différence de mortalité dans l'essai quand on faisait une analyse en sous-groupe. Et ça, c'est probablement lié en fait à une problématique, c'est qu'il y avait il y a certains des biais de cette étude, notamment, c'est qu'il y a il y a un effet centre, puisqu'on voit une différence de mortalité extrêmement importante justement entre deux centres recruteurs en RDC, qui est probablement artefact ce résultat et qui nécessite de le prendre avec beaucoup de précautions. Néanmoins, sur le plan virologique, on retrouve également pas de différence significative. Donc, globalement, on va dire que c'est un essai négatif. Ce qui est bien aussi de l'avoir publié dans New England, et ce qui est même surprenant et plutôt rassurant, c'est que même quand on a des gros essais négatifs, on peut avoir une publication à large échelle. Donc, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, que c'est extrêmement important. Toujours les poxvirus, et cette fois, c'est alors le boreal pox. Alors, ça touche moins l'Afrique, mais c'est la mise en évidence d'un nouveau poxvirus. À la base, on l'avait nommé Alaska poxvirus. Il avait été retrouvé donc, notamment chez un ours polaire et chez un autre patient. Et là, les auteurs en fait, reprennent en fait, la description de 6 nouveaux cas survenus entre 2020 et 2023 et chez des gens qui n'avaient pas voyagé en dehors d'Alaska, avec aucune transmission interhumaine documentée. Et ce qui montrait, c'est que ce nouveau virus, en fait, donc déjà, il n'y a pas de transmission interhumaine, présente une symptomatologie qui est assez comparable à ce qu'on peut connaître des autres poxvirus, avec une saisonnalité qui est en lien, en fait, au début d'été jusqu'à début automne, hein, qui est probablement en lien, en fait, pour des raisons logiques d'exposition à des animaux, notamment chez les gens qui vont chasser, donc qu'on retrouve moins donc, en période hivernale, avec essentiellement, donc, je vous disais, des formes cliniques légères, une forme sévère et même fatale chez un patient immunodéprimé. C'est un patient qui était suivi pour un cancer et qui venait de recevoir une chimiothérapie. Donc, on a globalement un patient on a vraiment une infection plutôt modérée à légère, avec un risque important pour les patients immunodéprimés. Là, le réservoir n'est pas très bien connu. Il y a une hypothèse pour le Myodes rutinus, qui est ce petit rongeur que je vous ai mis en photo, qui pourrait qui pourrait être à l'origine de l'amplification virale et de la transmission après à des cas humains. Le choléra, alors on avait beaucoup parlé notamment du choléra à Mayotte l'année dernière, et cette fois c'est d'une forme un peu plus inattendue, intéressante, puisque c'était d'ailleurs il y a une coquille, excusez-moi, dans le titre, c'est bien le choléra dont je parle. Et donc ce choléra, il y a eu un cluster de 7 cas, 3 cas en Allemagne et 4 cas au Royaume-Uni, avec chaque fois un cas en réanimation, mais qui n'est pas décédé. Et c'est lié donc à la même souche. Et c'est lié en fait à une forme assez inattendue de transmission, c'est-à-dire que des pèlerins qui ont voyagé dans une zone
où, en fait, où un puits sacré de Bermel Georgis qui sont contaminés, c'est-à-dire en prenant l'eau du puits et après en voyageant avec et en consommant après le retour l'eau de ce puits, en donnant à des contacts euh, qui n'ont pas voyagé, on produit le choléra. Donc c'était pour mettre en évidence cette apparition de pathologie de manière assez rare, mais qui est un risque assez important et à prendre en compte, puisque c'est la transmission autonome via l'importation de produits issus d'un autre pays. Donc c'était un cas assez intéressant dont je voulais vous partager. Le paludisme, alors cette fois, je n'ai abordé qu'un seul article sur le palud, c'est cette histoire en fait de 6 cas de falciparum, de Plasmodium falciparum chez les voyageurs italiens après un séjour à Zanzibar. Pendant très longtemps, dans nos conseils aux voyageurs, on disait on ne donnait pas de chimio-prophylaxie pour les voyageurs qui allaient uniquement à Zanzibar. Et donc là, justement, ce travail met clairement en évidence que il va falloir réviser nos conseils aux voyageurs et probablement inclure Zanzibar maintenant dans des zones à risque de transmission et donc pour prescrire une chimioprophylaxie. Et alors voilà, on va maintenant invoquer notre activité qui sont les fièvres hémorragiques virales avec plusieurs choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire notamment Marbourg. Marbourg a fortement impacté l'actualité de l'émergence ces dernières années en Afrique avec plusieurs épidémies en Guinée, au Rwanda, et notamment ici, enfin, au Rwanda, en Tanzanie. Donc une très très forte activité de Marbourg, probablement parce que on la détecte déjà maintenant. Sur le continent africain, il y a de plus en plus d'outils pour la détecter. Ça permet justement ça joue sur cette activité. Et donc là, ce travail dans le New England mettait en évidence décrivait la première flambée documentée de Marburg au Rwanda, donc en septembre 2024. C'est une étude assez large, hein, puisqu'ils ont pu en fait suivre un grand nombre de patients. Donc, pour rappel, cette épidémie, c'était 66 cas confirmés avec essentiellement des soignants. Dans 80% des cas, c'était des soignants et une létalité de 23%. Ce travail permet de mettre en évidence qu'il y a une origine zoonotique. C'est-à-dire clairement, on est sur un mineur exposé à des chauves-souris. Donc le réservoir classique de Marbourg, hein, qui est le Rosetus aegyptiacus, qu'on retrouve dans les tunnels, dans les caves, etc., euh, qui s'est contaminé, qui a fait une transmission secondaire à son épouse, puis qui a été pris en charge et qui a ensuite transmis Ouais, à tu plusieurs déranges? soignants. Ah oui, ok. Juste, Euh, tu sais quand est-ce qu'elle va nous demander dans ce, nos jeux de formation ou... S'il vous plaît, attention à votre. Ouais, merci. Euh, et donc, dans ce travail qui décrivait un peu l'épidémie, on a une incubation médiane de 10 jours avec un délai des symptômes entre l'admission enfin, le développement depuis l'admission qui était de 2 jours. Et donc, comme je vous l'ai dit, une létalité de près de 23%, qui est à noter cette létalité qui est très inférieure aux autres flambées épidémiques. Et pourquoi? Puisque au Rwanda, le diagnostic a pu être fait assez précocement globalement et avec une capacité de prise en charge qui parle, qui n'a pas été, c'est pas le cas dans le passé. Donc, on a une forte amélioration des capacités de détection et de prise en charge au Rwanda qui ont permis justement de faire baisser très significativement ce taux de létalité. Les symptômes qui ont été retrouvés, c'était essentiellement une fièvre, une asthénie, des signes post-symptomatiques ou enfin aspécifiques, avec des signes plutôt digestifs, et des manifestations hémorragiques que dans 42% des cas, et uniquement d'ailleurs sur les formes les plus tardives, en fait. Marbourg, par rapport à Ebola ou par rapport au CCHF, produit des symptomatologies hémorragiques que dans les formes les plus sévères. Et d'ailleurs, aussi, ce qui était intéressant, on retrouvait beaucoup de manifestations neurologiques à titre de confusion, de méningisme, dans près de 17% des cas. Toujours Marbourg, et cette fois, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi qui nous vient alors, de cet article de Nature Médecine. Il y aura plusieurs articles issus de la même équipe qui ont évalué en fait le traitement oral qui est l'obeltécivir, qui est en fait ni plus ni moins que le remdesivir en forme Péros.
qui ont testé en fait en préclinique sur des singes macaques cynomolgus en post-exposition l'administration donc d'Obeldiesivir. Et ils ont en fait donc traité, ils ont d'abord fait un challenge létal par Marburg virus, donc de la souche Angola, et administré l'Obeldiesivir. Et là, sur les 5 animaux traités en post-challenge, on retrouve 80% de protection. Alors, l'effectif est très faible, mais on voit clairement une protection significative de ce traitement en post-exposition, avec également une diminution significative de la charge virale et une réponse immune aussi significative des animaux survivants. Là, dans Ebola, justement, cette même drogue a été testée par la même équipe avec la même méthodologie, donc qui consistait en fait à faire à faire un challenge et à administrer le traitement. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'on a une protection de l'ordre de 80% chez les macaques cynomolgus et de l'ordre de 100% chez les macaques rhésus, avec également finalement cette vérémie qui est très fugace, beaucoup moins importante que dans les cas contrôle, et donc du coup une efficacité en post-exposition qui est dans ce cadre-là. Donc ces traitements sont très encourageants. Ils sont plus péros, donc maintenant il va falloir passer à la phase 1, c'est-à-dire pouvoir démontrer l'innocuité chez l'homme et après voir démontrer son efficacité également chez l'homme. Donc ça c'est vraiment un bon signal. Et toujours dans Ebola, cette fois, c'est notre bonne nouvelle, c'est testé dans le Lancet, qui évaluait la sécurité et l'immunogénicité donc d'un vaccin bivalent donc, qui subit Ebola virus et Soudan virus. Parce que rappelez-vous, la dernière épidémie, notamment en Ouganda, en fait, c'était un souche Soudan, bon, qui s'est bien fini assez rapidement grâce à la bonne gestion en fait par les équipes locales de l'épidémie. Euh, et euh, mais on était toujours dépourvu de vaccin. Donc là, cette fois, on a maintenant ce vaccin qui est basé sur le Chadox, hein, qui est l'adénovirus de chimpanzé, hein, qui a servi notamment à faire un des vaccins contre le Covid, hein, bien connu. Et donc, dans cet essai monocentrique, ils ont essayé d'évaluer les effets indésirables à plusieurs points de temps, à J7 et à J28. Et donc, notamment, le premier objectif a été montré, c'est-à-dire que quels que soient les groupes, en fait, on retrouve de manière quand même significative des signes, une réaction, avec en général plutôt des signes modérés, allégés, au point de ponction, c'était vraiment la douleur au point de ponction, une inflammation au point de ponction, qui est plus importante dans le groupe avec les fortes doses que dans le groupe avec doses faibles. Mais néanmoins, même dans le groupe faible dose, on avait un patient sur deux qui se plaignait de douleurs au point de ponction et d'inflammation. On retrouve des signes systémiques qui sont des signes post-symptomatiques avec nausées, malaise, fatigue, principalement, et de manière relativement comparable dans tous les cas. Et ce qui était intéressant, c'est que là aussi, dans le critère secondaire, c'était l'immunogénicité. Et on a une bonne réaction, donc on a une bonne immunogénicité, que ce soit en humoral dans le premier, les premiers graphes et en cellulaire dans le deuxième graphe. C'est-à-dire que, notamment chez les patients qui avaient 2 doses, on avait une bonne production d'anticorps IgG. Alors, par contre, beaucoup moins dans le groupe avec faible dose, hein. Donc, vraiment, là, il est important de noter que l'immunogénicité était vraiment significative chez les patients qui recevaient une forte dose de vaccin. Et par ailleurs, on retrouvait ce même résultat sur l'immunogénicité cellulaire, donc la réaction cellulaire, qui montrait également une forte réaction et persistante jusqu'au jour 98 chez les patients qui avaient reçu 2 fortes doses. Donc, un signal intéressant et j'espère avec une poursuite des investigations qui vont arriver parce que c'est là aussi un signal très intéressant pour cette pathologie. Là, cette fois, donc, alors, c'est pas la même molécule, on n'est pas sur l'obeldiesivir, mais sur une autre molécule qui est la 4'-fluoridine, qui est là aussi un auxiliaire d'action directe qui, en fait, a été évalué. Alors là, cette fois, là aussi sur du primate non humain, sur une souche, notamment sur une souche Togo de la lignée 7 du virus Lassa, qui est censée être une souche assez virulente, même voire certains auteurs décrivent comme plus virulente que la souche Josia, qui est considérée déjà comme une souche très virulente.
Et là, ce qui est intéressant aussi dans ce travail-là, c'est que ils n'ont pas fait un traitement en post-exposition immédiat, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure, mais à J6 post-infection, alors que les patients, les animaux étaient déjà virémiques, voire cliniquement malades. Et là, dans ce travail-là, on montre clairement une survie de 100% chez tous les animaux, avec également un contrôle de la charge virale rapide, et que ce soit la charge virale ou du titre viral rapide chez les animaux traités. Donc là aussi, c'est un signal très intéressant. On reste sur du préclinique, mais justement, il va falloir suivre ça d'assez près pour pouvoir lancer après des études près chez l'homme. Et alors, toujours l'ASA, et cette fois, il s'agissait d'un vaccin. Alors, il y a plusieurs candidats vaccins, hein. Nous-mêmes, dans l'unité de Lyon, on a développé notre vaccin contre l'ASA dont la phase 1 va commencer. Et là, il s'agit de ce vaccin RVSV, donc c'est un vaccin recombinant se basant sur le VSV, et qui mettait en évidence, qui est déjà d'une part, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire la sûreté et l'immunogénicité. Et donc, ils ont utilisé plusieurs doses en vaccin versus placebo. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est qu'il y avait quand même bonne, une bonne tolérance du vaccin, avec essentiellement, comme pour ce qui a été montré pour le Shadox, des signes essentiellement locaux de léger à modéré, et essentiellement donc, des douleurs, une inflammation au point de ponction, et également avec une très bonne réaction, une très bonne immunogénicité, avec néanmoins un point un écueil, hein, c'est que il y avait déjà des anticorps préexistants dans la population au Libéria, parce que cet essai, je ne vous l'ai pas dit, mais a été fait aux États-Unis et au Libéria. Donc ça vient un peu brouiller les pistes, d'une part. Et il y a quand même un biais d'attrition important, parce qu'il y a eu plusieurs pertes de suivi, ruptures de suivi chez les participants américains, et une taille d'effectif qui est, il faut quand même le dire, assez faible, hein, parce qu'on est sur des N égale 8 ou N égale 2. Donc on est quand même globalement sur des très faibles effectifs. Donc voilà, très intéressant, mais à prendre avec des pincettes pour l'instant. Et alors là aussi, alors, je l'ai présenté, ça a fait c'était une correspondance de New England. Donc, notre équipe du CNR a mis en évidence, en collaboration avec, c'est un travail de collaboration avec notamment les militaires, mais également les services du professeur des HL, de la virologie des HL à Lyon. Et en gros, si vous voulez, on a mis en évidence une possible nouvelle espèce liée à l'ASA, enfin, il n'a pas de nom officiel, hein, mais on a, à partir d'un cas humain, en fait, qui a présenté une encéphalite, une méningoencéphalite, c'est un de 37 ans qui était au Tchad. Euh, on a un seul cas humain pour l'instant qui est documenté. Et ce tableau, c'était vraiment un tableau de méningoencéphalite, avec après une récidive, notamment sur une hydrocéphalie. Euh, il n'a eu pas de transmission secondaire documentée. Je vous dis, c'est le seul cas pour l'instant qui est documenté. Et les séquençages mettent clairement en évidence que c'est une espèce différente. Alors, on attend toujours la validation par l'ICTV, donc pour l'instant, on peut pas l'affirmer à 100%, mais c'est très probablement une nouvelle espèce liée à l'ASA avec aucune manifestation hémorragique. Encore une fois, on est sur N égale 1. Donc voilà. Le réservoir n'est pas connu et pour l'instant, il va être difficile d'avancer sur les explorations au Tchad pour l'instant. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur ce nouveau virus lié à l'ASA, proche de l'ASA en tout cas au Tchad. Nipah virus, vous le connaissez, il y a d'ailleurs une activité assez très présente parce que là, il y a actuellement une épidémie, alors quelques cas, mais une épidémie au Bangladesh. Et donc justement, ce virus qui, est- qui a émergé à la fin des années 90, qui est à l'origine d'encéphalite nécrosante particulièrement grave, était un peu dépourvu de prise en charge. Donc là, il y a une phase 1 qui essaie d'évaluer en fait un vaccin. Alors c'est un vaccin sous-unitaire qui se base sur la protéinisée recombinante du virus Indra qui est extrêmement proche de Nipah. Et donc cet essai, c'est d'évaluer la sécurité, la tolérance et encore une fois aussi l'immunogénicité de ce vaccin. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que ce vaccin a des posologies un peu fortes, notamment à 100 microgrammes, présentait une immunogénicité significativement importante et avec une tolérance qui était plutôt bonne, hein, puisqu'on avait
finalement aucun événement indésirable grave et uniquement en fait des signes, là encore, une réactivité qui était locale, donc une douleur au point de ponction, une inflammation au point de ponction. Et ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'une bonne immunogénicité, alors surtout comme pour le Shadox 1, la nécessité d'avoir 2 doses pour avoir une immunogénicité correcte et des fortes doses, ici 100 microgrammes. Sachant qu'une seule dose, même une forte dose, induisait ici une réaction plutôt modeste et surtout moins durable dans le temps. Avec donc l'importance d'avoir 2 doses qui sont séparées dans le temps, notamment qui sont espacées dans le temps, pour permettre justement une bonne réaction, une bonne réaction. Antivirus, cette fois, et alors, je vous parlerai d'un seul cas, c'est ce case report d'un patient qui a été pris en charge par les confrères de Montpellier et qui, en fait, a présenté une infection à Céolvirus, qui est donc un ortho-antivirus, qui est en général transmis par le rat brun. Et ce qui était assez intéressant, c'est que le patient, en fait, est parti pour des raisons professionnelles anaérobie et a visité des, des hangars. Et c'est la seule vraie exposition, enfin, c'est l'exposition qui pourrait expliquer le mieux en termes de temps d'incubation, etc., euh, la- l'infection chez ce patient-là. Ce qui fait que ce cas a été rapporté, sachant qu'on n'a aucune preuve, par contre, virologique sur le terrain de la présence du virus, et sachant qu'on n'a pas non plus cette notion que le Ratus norvegicus est réellement présent dans la région. Mais donc, il faut se poser la question peut-être du portage par comment dire, d'autres types de rats. Et enfin, la peste bubonique, pour finir. Et ce très beau travail dans New England, alors même si c'était peut-être une pratique qu'on pouvait déjà retrouver chez certains professionnels, mais on a cette évaluation clairement dans cet essai, dans un bras de ciprofloxacine pendant 10 jours versus amikacine pendant 3 jours puis ciprofloxacine 7 jours, avec qui essayait d'évaluer donc l'efficacité sur les patients qui était définie en fait par l'échec du traitement, soit bon, par le décès, la persistance de la fièvre, des complications à type de pneumopathie secondaire et une nécessité de faire une escalade thérapeutique. Alors, c'est une étude de non-infériorité avec une non-infériorité de l'ordre de 15%. Alors, la borne est discutable, hein, mais néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que ce travail mettait clairement en évidence que la ciprofloxacine était non inférieure à l'association amyclin-ciprofloxacine et qu'on n'a également pas de différence sur le nombre d'effets secondaires, donc on peut une bonne tolérance du traitement. Et donc, là aussi, c'est un signal assez encourageant pour ce que c'est-à-dire qu'on peut traiter correctement les patients par ciprofloxacine pendant ces jours péros. Donc voilà. Donc merci pour votre attention et voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Simon. Écoute, c'était pile dans les temps. On termine là, ouais, il est 45. On va juste prendre les questions qui sont du coup dans le chat. Je vais te les lire si tu veux, ça va te faire Ouais. gagner un peu de temps, ça va te reposer. Mais c'était très complet, hein, merci beaucoup. Et puis un vrai panorama. Alors, il y a une question de Maurice Sacco qui demande comment tu fais la différence entre le Mpox de clade 1 et le Mpox de clade 2. Bah, c'est par le séquençage, tout simplement. C'est-à-dire que là, nous, on ne fait pas tellement la différence sur le plan clinique, hein, mais c'est par le séquençage, par la PCR, hein, probablement, qu'on peut faire la différence. La deuxième question, oui, qui est plus une remarque qu'une question, mais c'est Sidi Séné qui insiste sur l'importance du One Health pour les objectifs de développement durable. Là, c'est vrai qu'avec toutes tes thématiques, là, c'est d'autant plus Ah, mais c'est évident. fondamental, hein. On le voit clairement, hein. Les pays qui négligent ça sont des pays où on voit une résurgence des pathologies de l'émergence, hein. Donc, c'est les pays d'Amérique du Sud, que ce soit le Brésil, que ce soit la Colombie, les États-Unis. Donc, si ces pays qui négligent cette approche One Health sont des pays qui vont connaître des soucis d'émergence. Et une troisième question, et peut-être la dernière, où est-ce qu'on en est pour les vaccins contre le Marbourg? Pour l'instant, il n'y a rien de validé en fait. Il y a également, alors, en fait, il y a plusieurs tentatives sur plusieurs plateformes, qui sont le Shadox. Pour l'instant, il y a rien de publié formellement, mais on retrouve en gros des résultats qui sont assez comparables à ce qu'on peut voir sur le Shadox Ebola, par exemple. Et pour l'instant, on n'a rien de formellement publié. Et en tout cas, moi, à ma connaissance, j'ai rien vu en phase 1 pour l'instant. Et professeur Tadin, si vous avez une autre question, c'est Nathan. N'hésitez pas parce que je suis en train de vous rejoindre, mais je me suis un peu perdu. Bonjour tout le monde. J'arrive dans une minute, donc vous avez du temps pour 1 ou 2 minutes. Désolé. Bon, bah,
Ça tombe bien, Nathan. Merci de prévenir. Et effectivement, on a comme autre question là, l'état actuel de l'épidémiologie du Mpox en RDC. Bon, pas facile comme question. Alors, j'avoue que j'ai pas regardé là récemment. Effectivement, je m'étais posé la question si je présentais il y a un papier dans Nature Médecine sur l'épidémiologie. Alors, je l'ai pas présenté, donc je ne pourrais pas vous dire précisément où est-ce qu'on en est. Je préfère pas vous dire de bêtises. Alors, je sais juste que ouais, il y a plusieurs fronts de l'épidémie et que au-delà de RDC, on est quand même sur une infection qui se dissémine également en Afrique de l'Ouest, avec une forte épidémie en Sierra Leone, avec notamment dans les zones urbaines et périurbaines, et ce qui est extrêmement inquiétant. Voilà, mais sur le nombre total de victimes, je ne pourrais pas vous le dire. Je suis désolé. Moi, j'avais une question un peu personnelle, ben, j'en profite du coup. C'est vrai qu'on a vécu, quand on a vu à distance, pour l'instant c'est resté à distance, l'épidémie de West Nile, des encéphalites West Nile aux États-Unis, là, avec le premier cas en 2000 et 4 ans après, ils en avaient plusieurs centaines dans chaque État chaque année. On se disait que c'est typiquement un virus qu'une fois qu'il s'installe quelque part, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et Complètement. pourtant, pour l'instant, en Europe, on passe relativement, alors pas complètement à travers, on a des cas par-ci par-là, mais ça s'installe pas. Tu as une explication? Est-ce que vraiment ça ne s'installe pas? Je pense que l'actualité récente montre qu'il y a une installation, mais est-ce que aux États-Unis, l'installation était surtout importante dans le sud des États-Unis? C'est pas du tout le même climat, qui est un climat qui est relativement plus chaud et plus humide que ce qu'on avait nous en Europe jusqu'à récemment. Donc je pense que du fait du changement climatique actuel, on est bien parti pour que la maladie s'installe. Voilà, je pense qu'il y a ça et je pense qu'il y a aussi un signal qui est particulièrement important, c'est les populations européennes ont plein de gens fragiles, donc plein de gens âgés, diabétiques, hypertendus et avec des biothérapies, des chimiothérapies. Et donc ça, c'est un risque important justement pour que la maladie puisse encore prospérer, quoi. Donc ça, et faire des formes sévères. Donc ça, c'est un point important, je pense, qu'on a en Europe par rapport qui n'existe pas vraiment, pas dans cette intensité-là, dans d'autres continents, puisqu'on a vraiment une population vieille et sous biothérapie. Donc c'est quand même inquiétant. Et juste, professeur, désolé, hein, je vous embête. Vous êtes bien au CIC de Lavoisier? Ouais, ouais, ouais. Ah, t'as Et du en mal à fait, trouver? Je suis là, au je l'ai, deuxième étage. j'y suis, mais j'arrive pas à rendre. Il faut monter l'escalier, c'est ça? Ah, d'accord. Eh Ah, ben attends. Deuxième pardon. étage, je viens t'ouvrir si tu veux. D'accord, merci, hein, désolé, mais c'est à l'étage, d'accord. Du coup, tu peux continuer. Et peut-être que il y a une autre question là, Simon, que tu peux voir dans le chat. Et sinon, nos collègues de la RDC, parce qu'il y a beaucoup de gens de la RDC connectés, s'il Ouais. y en a qui ont des chiffres récents sur l'épidémie Ah oui, Mpox, ça peut je veux être bien parce l'occasion que d'en justement, partager. j'ai moins regardé cette partie-là. Mais tu peux aussi répondre à la question du chat. Là, tu vois la Ah oui, j'ai pas vu. C'était pensez-vous vaccination Ebola comme stratégie de riposte. Oui. Ah, mais la vaccination est la principale stratégie de riposte devant toute autre stratégie. Clairement, d'une part, on sait que le vaccin fonctionne et on sait que la doctrine de vaccination en anneau fonctionne extrêmement bien. Donc, ça a été montré en Guinée et également un essai en RDC là-dessus. Donc, la vaccination, et c'est hyper important. Ouais, moi, je miserais d'abord sur la vaccination en termes de riposte avant les traitements antiviraux, même si je vous ai présenté des articles intéressants avec des signaux intéressants, il reste encore énormément de chemin à faire et il faut que ces traitements soient accessibles. Donc ça, c'est plus compliqué. Donc voilà, encore une fois, je suis d'accord, hein, la vaccination est en premier plan, très très loin. Et après, est-ce qu'il y avait la construction des produits d'animaux sauvages et l'adoption des NAC contribuent à l'émergence des maladies zoonotiques? On est tout à fait d'accord, hein. Les NAC sont une menace pour l'émergence de pathogènes vers d'autres contrées, hein. Bah, c'est l'histoire du Mpox, typiquement avec les chiens de prairie, avec l'introduction en fait via l'Afrique de rongeurs qui ont ensuite contaminé les chiens de prairie, qui était la première émergence de Mpox sur le continent américain. Donc on est clairement sur cette histoire-là oui, les NAC c'est pour ça qu'il faut faire très attention, oui. Je suis d'accord.